Tout le monde l'attendait depuis l'annonce de Roberto De Zerbi au poste d'entraîneur principal de l'équipe. Tout le monde était hype suite au mercato rempli de grosses recrues comme Wai, Greenwood ou Højbjerg. Et après quelques matchs de reprise en amical, l'Olympique de Marseille a enfin repris son ascension en lançant enfin la nouvelle saison du championnat français. L'OM pour ce début d'aventure, c'est 7 matchs joués en Ligue 1 pour 14 points pris sur 21 possibles. C'est 4 victoires pour 2 nuls et 1 défaite. 16 buts marqués contre 8 encaissés et une 3e place derrière le PSG de Luis Enrique et le Monaco d'Adi Hutter. Rien qu'avec ce petit échantillon de match, on a vécu pas mal d'émotions, que ce soit en écrasant Brest, le nouveau club européen français d'entrée de jeu, en battant l'OGC Nice de Franck Hez à la maison, ou bien en renversant un match quasiment perdu d'avance contre l'Olympique Lyonnais à 10 contre 11. En 7 matchs, on a déjà vu les préceptes de jeu de Roberto De Zerbi, ceux que j'ai présentés dans la vidéo précédente. On a déjà vu pas mal de petits changements tactiques qui permettent de comprendre le schéma de pensée du coach italien, et étant donné que je suis ton créateur de contenu préféré, je me dois d'utiliser cet échantillon pour essayer de te faire comprendre pourquoi les débuts du nouveau coach sont un peu inquiétants. Ce qui est évident quand tu regardes l'équipe, quand tu regardes les matchs ou bien même quand tu regardes les statistiques, c'est que cette équipe est clairement en train de surperformer. Pendant longtemps, c'était un problème du club. Les attaquants manquaient de ce petit plus offensif, de cette efficacité devant les cages, mais aujourd'hui, c'est littéralement la réussite qui t'a permis de rester à flot. Quand tu regardes les XG ou bien simplement les matchs, tu vois bien que les attaques marseillaises sont plus efficaces qu'elles ne le devraient. Un joueur comme Greenwood qui a fait un départ de saison canon a clairement profité de cette réussite tellement rare à l'OM. Le match contre l'OL avec les buts sortis nulle part de Lirola et Jonathan Rowe en sont aussi des preuves. Et si en tant que supporter ça fait plaisir, en tant qu'observateur, c'est autant une bonne nouvelle qu'une mauvaise. La réussite de l'OM n'est pas seulement offensive, l'équipe a eu beaucoup de chance défensivement avec des grosses contre-attaques qui ne donnent rien, des frappes magnifiques qui ne finissent pas au fond des filets. Et pour le coup, il faut autant remercier la faiblesse des offensifs adverses, comme Lacazette, que la solidité d'un Geronimo Rulli dans les cages. Avant même sa signature, j'ai exprimé mon inquiétude sur son arrivée, son passage à l'Ajax m'avait refroidi, mais pour l'instant, il déjoue absolument tous les pronostics et sauve clairement son équipe à chaque match. L'attaque et la défense de l'OM surperforment, c'est autant un problème qu'une excellente nouvelle, et ce pour plusieurs raisons. Déjà, tu sens que l'équipe n'est pas à 100%. L'aspect offensif est encore limité par un Eli Wahi pas au diapason, pas encore acclimaté à son nouveau rôle, où il est quand même difficile de se dire qu'il était le profil idéal pour ce projet. Un gros investissement a été fait sur lui, il va falloir se montrer patient, et c'est une sacrée marche de progression. Pareil en défense, où tu sens que les absences ont fortement affaibli l'équipe et empêché de monter en puissance, ce qui laisse là aussi une marge de progression. Autre problème qui pour le coup limite un peu la lecture du match, les cartons, outre celui sur Cornelius totalement incompréhensible, les hommes de Roberto ont connu 3 des 7 matchs avec des cartons. Cela rend la lecture du match plus compliquée. Le coach est obligé de s'adapter à ce changement, et cela rend l'analyse que l'on peut faire du match un peu moins précise. Et surtout, cela cache pas mal de choses pas encore visibles. Contre l'OL par exemple, dans le premier gros match de la saison, ce carton t'empêche de savoir si l'équipe était capable de remporter cette victoire sans le scénario rocambolesque. L'OM va clairement monter en puissance. Chaque match joué permet aux joueurs de comprendre le système, permet à l'équipe de trouver et former des relations sur le terrain, et même si cette surperformance est un peu inquiétante, c'est encourageant pour la suite. Et ça permet de limiter la casse d'un début de cycle compliqué à digérer pour les joueurs. Maintenant, même si pour ce début de vidéo, j'ai essayé de me montrer optimiste, comme mon ami, j'ai du mal à oublier ce qu'il s'est passé lors des dernières rencontres. Et si on est honnête, il y a quand même quelques signes inquiétants. Est-ce que tu te rappelles de la dernière vidéo quand j'ai présenté le jeu de l'italien, quand j'ai expliqué les critères principaux et que j'ai expliqué pourquoi l'effectif de l'an dernier n'y collait pas? Bon bah cette fois-ci, reprenons la même discussion en parlant de l'effectif actuel. Si Rulli répond plutôt bien aux attentes de Roberto, devant lui se trouve un premier problème. Le central gauche Lilian Brassier n'arrive pas à répondre au défi technique qui lui est présenté. Acclamé pour son jeu au pied à Brest, Lilian a du mal à se mettre dans la bonne position, il a du mal à gérer la pression, à créer ou profiter des décalages fait construire quelque chose, et cela limite pas mal les options à la construction. En plus de surresponsabiliser Balerdi, en plus de forcer Højbjerg à déjouer parfois, il freine l'équipe et représente une cible idéale pour l'adversaire. Pour l'instant, il est un problème technique, un problème tactique, appuyé par la montée en puissance d'un Cornelius pas supposé se retrouver devant lui, mais qui pourrait finir par lui passer devant jusqu'à ce qu'il lève enfin la tête, ou bien qu'il ne fasse pas l'affaire et qu'il parte cet hiver. J'essaye de modérer mes propos, puisque ce sont
saison, ses débuts. Certaines personnes malhonnêtes veulent comparer à ceux de Balerdi, et personnellement, je pense que ceux qui réussissent à trouver des points communs n'ont clairement pas les yeux en face des trous. La défense centrale est donc pour l'instant un point compliqué de la construction, et ils ne sont pas aidés puisque l'absence de latéraux de haut niveau n'aide pas. Entre Merlin, vraiment intéressant, mais fragile et sans doublure, Murillo plutôt neutre, voire même problématique, lui aussi, sans doublure, tu es clairement en train de subir un problème d'effectif. Je l'avais dit, mais quand Longoria a fait son mercato avec la nouvelle direction, ils ont dû faire quelques concessions et accepter de jouer une saison sans vrai latéral droit en titulaire en fait partie. Un petit problème qui a impacté tout l'effectif, puisque sans solution, ce sont les milieux qui se sont retrouvés alignés en défense, créant un énorme problème à la construction. Le double pivot était pourtant la seule satisfaction de la saison. Le duo Kondogbia-Højbjerg vraiment intéressant, et avec l'ajout de Rongier, Rabiot pour faire tourner, c'est clairement le meilleur secteur de cette équipe. Plus haut par contre, tu as clairement 3 gros problèmes importants à régler, que ce soit le manque de lien entre les joueurs, les performances abyssales d'Eli Wahi qui n'arrive vraiment pas à jouer à ce pivot, ce joueur de soutien crucial en attaque, et évidemment, Amine arrive. Si je suis très honnête, j'ai failli faire cette vidéo uniquement pour lui. Si tu suis cette chaîne et mon compte Twitter, tu connais mon amour pour le joueur, pour ses qualités. Lorsque Payet est parti, je pensais que ce serait lui qui deviendrait ce leader offensif, ce chouchou balle au pied, mais malheureusement, ce n'est pas le cas. La force principale du Marocain est connue, c'est celle de faire les différences sur les premiers mètres, ses contrôles orientés, ses feintes qui peuvent permettre de lui offrir de l'espace à attaquer pour lancer une attaque. Mais ses qualités sont aussi évidentes que ses défauts. Il est quasiment incapable de marquer un but. Il est incapable de porter le ballon et faire le bon choix après une course. Il déteste jouer dans l'intensité. Il est plutôt mauvais pour se démarquer selon moi. Il est sacrément nul lorsqu'il faut pas perdre le ballon sur contre-attaque. Et tout cela fait qu'il est clairement un frein supplémentaire au jeu. L'OM a vraiment perdu des matchs à cause de lui. Ses erreurs coûtent trop cher. Ses pertes de balles totalement idiotes sont des contre-attaques tranchantes pour la défense de l'équipe. Et très honnêtement, il a su profiter de son premier match réussi pour se mettre les supporters dans la poche. Mais derrière, rien. Certains continuent de regarder les matchs de l'OM sans les filtres affectifs qui cachent ses énormes défauts. Et si Greenwood est autant esselé, c'est en grande partie à cause de lui. Murillo aussi, d'ailleurs, joue un rôle dans le manque de tranchant de l'anglais. Techniquement, il fait beaucoup d'erreurs, mais c'est difficile d'être critique envers un joueur qui n'était pas censé avoir autant de jeu. Un profil clairement pas programmé pour ce niveau. Bon, jusque-là, les problèmes soulevés ne sont pas totalement impossibles à gérer. Enfin, presque. Olympique de Marseille contre le SCO d'Angers. Un match soi-disant concurrent au titre de Ligue 1 contre un concurrent à la descente en Ligue 2, lanterne rouge du championnat contre 3e. Et quelque sorte, un match facile pour le club phocéen, surtout à domicile. Dans une rencontre horrible où les Angevins ont bétonné, Roberto De Zerbi et son équipe n'ont jamais réussi à trouver le moyen de débloquer complètement le verrou adverse. En plus de ne pas avoir su profiter de la supériorité numérique, puisque Mopé se prendra un carton rouge stupide réduisant le match à 10 contre 10, en plus d'encore une fois faire confiance à certains joueurs qui ne le méritent pas, Roberto a montré quelques limites de son jeu durant ce match. Si d'habitude la possession permet de créer des failles chez l'adversaire, avec le fameux bloc bas Made in Ligue 1, Angers vient de montrer à toutes les équipes du championnat comment neutraliser les offensives de l'OM. Jamais les bleus et blancs ne se sont montrés dangereux, et si ce n'est sur 2 exploits individuels de Jonathan Rowe, jamais les Phocéens n'ont montré avoir les outils pour briser le bloc. Et c'est un aveu de faiblesse immense. Pendant que tout le monde annonce une équipe capable de lutter pour le titre, Roberto enchaîne un match à Strasbourg où, selon moi, il s'est trompé dans ses choix de redescendre Højbjerg en défense, et où il s'est trompé en n'incorporant pas de solution dans son 11. Si l'idée principale de Roberto De Zerbi consiste à attirer l'adversaire pour créer le jeu, Angers vient de montrer qu'il ne suffit de ne pas se donner pour ne pas perdre. Aujourd'hui, tout le monde étudie les idées et les plans du coach italien. Tout le monde comprend comment le contrer, surtout dans un championnat qui aime autant la contre-attaque, la solidité défensive, et au final, l'OM devient incapable de trouver des solutions. Pire, les défauts de l'équipe viennent appuyer l'humiliation avec la défense qui manque de personnalité, le milieu qui manque un peu de course à vide, et l'attaque qui n'a aucun feu follet capable de prendre le jeu à son compte. La possession censée aspirer l'adversaire devient une possession stérile, la situation est clairement en faveur de l'adversaire, et pour l'instant, pour le moment, jusqu'à ce que cette vidéo sorte, le coach n'a pas encore trouvé de solution. C'est pour cela que malgré le potentiel visible, malgré le bon début de saison, et malgré tout le bien que je pense de l'effectif, de l'équipe et du coach, je suis un petit peu inquiet. Alors
maintenant, puisque tout le monde se demandait pourquoi il avait rejoint l'OM, ce match en est clairement la réponse. De Zerbi jusque-là n'a évolué qu'avec des équipes de milieu de tableau, des équipes de ventre mou et d'un championnat de seconde zone. Des équipes qu'il a fait grandir au point de les monter dans la première partie du classement ou de les garder au sommet. En rejoignant l'OM, il se retrouve face à un défi, face à un challenge, puisqu'il va affronter des configurations compliquées avec un club qui vise le podium. Un club avec une vraie pression, et c'est pour ça que même si je suis inquiet, je suis aussi hype de voir comment il va adapter ses idées à la Ligue 1 et à un effectif qui n'est pas encore au niveau. Personnellement, j'ai quelques solutions en tête, avant même de parler de mercato. Malgré mon inquiétude, je ne dénigre absolument pas le travail du coach, je sais pertinemment qu'il va falloir un peu de patience, et cette vidéo ne sert absolument pas de bashing envers l'Italien. Au contraire, après une saison où on n'a absolument pas parlé du jeu, puisqu'il n'y avait absolument rien à dire, c'est le jeu de l'OM qui fait un nouveau débat. Et j'essaye simplement à travers cette vidéo d'élever le débat. Dans tous les cas, moi je m'arrête là pour cette troisième partie sur mon club de cœur, et j'espère vous retrouver dans les commentaires pour parler, ou bien dans l'écran d'accueil d'ici quelques jours pour la quatrième et dernière partie de cette série de vidéos. Vous m'aviez dit que j'y arriverai pas, et bien voilà.